On va rentrer dans le vif du sujet et recommencer. Alors, quand on rencontre Patrick Sénard, c'est toujours à la fois un cours d'histoire, un cours d'art aussi, parce que c'est l'histoire de l'Europe, c'est une idée de l'Europe. Celui-ci aussi, parce que ça adresse quand même directement des ponts, c'est le cas de le dire, entre la Turquie et l'Europe continentale, on va dire. C'est l'histoire de la création, c'est l'histoire artistique, puisque c'est Michel-Ange, 1506. Sur un coup de tête et après une embrouille avec le pape de l'époque, il décide de voyager jusqu'à Constantinople. Il va y arriver, on le voit y arriver, et puis donc le sultan lui fait commander une œuvre. Et donc il va imaginer cette œuvre et il va aussi fouiller la ville, y rencontrer des gens, et c'est ça aussi qu'on va voir, c'est les gens qu'il voit, qu'il rencontre, c'est donc du coup spécialement une femme, c'est d'autres collègues, c'est lui au travail, c'est les autres artistes au travail. J'ai trouvé que c'était un livre sur la main aussi, sur le pouvoir de la main, comme dirait un ancien Premier ministre. Elle n'a pas à avoir honte, la main, parce qu'on voit à plusieurs reprises le crayon dessiné, le bras, la main creusée. Je ne sais pas comment on dit, parce que je ne suis pas aussi spécialiste que vous, mais éroder la pierre pour en faire justement un trait, une sculpture, un angle, arrondir. C'est un livre sur la création aussi, et donc sur ce que deviennent aussi les monuments ou les statues ou autres déjà créés. Et je ne vais pas raconter la fin à celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas lu, mais c'est un de ces multiples livres par lesquels on voit que les monuments, parfois, aussi beaux qu'ils soient, ne sont pas éternels. Ça, c'est une chose dont la civilisation s'est réaperçue avec fracas, c'est le cas de le dire, le 11 septembre 2001. Et en cette rentrée littéraire, et ça, vous n'êtes pas le sans savoir, d'autres romans, comme celui de Maëlys de Kerangal, qui était aussi dans la sélection du concours des lycéens, portent aussi en eux cette idée, puisque Naissance d'un pont porte aussi en lui l'idée qu'un monument, après tout, comme la nature elle-même, n'est pas éternel. Et ça, on s'en est réaperçu avec fracas, avec les attentats. Et mine de rien, c'est aussi ça que votre livre porte en lui. Et j'ai évidemment fait le lien avec le livre de Maëlys de Kerangal. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il se passe à des époques évidemment fondamentalement différentes. Question basique pour commencer, 1506, Michel-Ange, etc. On sait que vous êtes un voyageur, que le monde perse vous connaissez, que le Moyen-Orient vous connaissez. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que l'idée première c'était la Turquie, c'était Michel-Ange, ou c'était 1506? C'était un peu les trois à la fois, parce que l'idée surgit par hasard. J'étais à Rome à ce moment-là, et dans la bibliothèque de la Villa Médicis, un jour, comme un autre, un peu oisif, je me promenais dans cette immense bibliothèque, qui était un de mes grands plaisirs à Rome, de prendre un peu des livres au hasard. Et j'ai vu une très belle série de volumes reliés en cuir. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris un livre au hasard, et c'était les vies des grands artistes de Giorgio Vasari, qui raconte un peu qui est un des premiers historiens de l'art au sens propre du terme, qui consacre un volume à Michel-Ange. Et donc j'ai commencé un peu à lire, et puis je suis tombé sur cette anecdote. En 1506, Michel-Ange se fâche avec le pape Jules II à Rome. Il décide de rentrer chez lui à Florence, et là, il reçoit l'invitation du sultan d'Istanbul, le grand turc Bajazet II, pour construire un pont sur la Corne d'Or à Istanbul, entre les parties nord et sud donc, de la ville. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas croyable, ça doit pas être vrai, parce qu'on n'en a jamais entendu parler, alors que pourtant je connaissais un peu l'histoire de l'Empire ottoman, et surtout des relations entre l'Empire ottoman et les puissances italiennes et européennes en règle générale à l'époque, où je me suis dit, bon, Vasari doit raconter ça, mais il doit se tromper, ça ne doit pas être vrai. Mais quand même, j'ai trouvé cette histoire tellement belle et tellement curieuse que je suis allé voir dans un autre biographe, tout de suite presque, de Michel-Ange dans la même bibliothèque, qui est Ascanio Condivi, qui lui a la particularité d'avoir été le disciple, l'élève et l'ami de Michel-Ange lui-même. Et quand Michel-Ange est âgé, c'est lui qui presque sous sa dictée, hein, c'est Michel-Ange qui lui, on sait que Michel-Ange qui influence beaucoup là-dedans, c'est lui qui va écrire la première grande biographie de l'artiste. Donc je suis allé voir si Condivi en parlait, et Condivi reprend la même anecdote
un peu développé même, on sait un peu plus de choses. On sait par exemple que ce sont des franciscains, des moines, qui portent cette invitation à Florence. Bon, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas le téléphone. Et on sait voilà, un peu plus de circonstances. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est la réponse que donne Michel-Ange. Puisque, après, la biographie passe directement à Bologne. Michel-Ange s'en va à Bologne. Et puis, quelques mois plus tard, il se réconcilie avec le pape et retourne à son service. Donc, je me suis dit tout de suite, enfin, je sais pas si je suis un peu bavard là, mais... c'est votre espace. Je me suis dit tout de suite, ça, c'est une histoire pour moi. Parce que même s'il n'y est pas allé, ce serait tellement beau d'avoir aujourd'hui un pont, le dessin d'un pont de Michel-Ange au milieu d'Istanbul, qui est une ville absolument parfaite, sauf que justement ces ponts sont très laids. Enfin, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais les deux ponts qui sont sur la Corne d'Or, le pont de Galata, ainsi de suite, n'ont pas la majestuosité, le majestueux, voilà, n'ont pas le majestueux de ce qui les entoure. C'est intéressant que vous ne trouviez pas le mot alors que vous passez votre temps à parler de sultan, de pape, de roi, etc. Et je me suis dit, il faut raconter cette histoire, d'une façon ou d'une autre. Donc, tout le problème a été après de trouver comment. Je pense qu'il a plu aux lycéens parce que malgré le fait qu'il ne soit pas un roman contemporain et plutôt un roman historique, le style d'écriture était vraiment très beau, très poétique. Il a réussi à nous faire voyager dans le temps déjà, puisque ça se passe en 1500 et quelques, et aussi dans l'espace, puisqu'on va à Constantinople. Et avec ces mots, il arrive à nous faire sentir les matières et les odeurs et l'ambiance de Constantinople. Et c'était vraiment merveilleux et c'était vraiment un voyage et c'était super. Et c'est pour ça qu'on l'a beaucoup aimé tous. 17 grandes statues de marbre, des centaines de mètres carrés de fresques, une chapelle, une église, une bibliothèque, le dôme du plus célèbre temple du monde catholique, plusieurs palais, une place à Rome, des fortifications à Florence, 300 poèmes, sonnets et madrigaux, autant de dessins et d'études, un nom associé à jamais à l'art, à la beauté et au génie. Voilà entre autres ce que Michel-Ange s'apprête à laisser derrière lui. C'est un passage du début quand il va mourir que vous écrivez ceci. Alors justement, est-ce que une fois qu'on a écrit dessus, est-ce que Michel-Ange c'est un surhomme pour avoir construit tout ça en 60 ans? Il a quelque chose de... peut-être pas du surhumain, parce que je ne sais pas trop ce que ce serait un surhomme, mais si on l'a toujours appelé le divin Michel-Ange, le génie, c'est qu'il a une force de travail absolument colossale. C'est absolument fascinant d'ailleurs de lire ça dans cette biographie, on a du mal à y croire. Et d'abord, il relève tous les défis. C'est ce qui lui permet d'avancer. Plus une chose est impossible, plus il a envie de la faire. Ça commence avec le David, la sculpture du David, qui est aujourd'hui toujours à Florence, et qui est une commande très importante pour lui, parce que c'est sa première grosse commande d'État florentine, qui va faire de lui vraiment l'artiste le plus important de Florence. Et pourquoi? Parce que c'est une représentation de la ville de Florence. Et on lui propose un bloc de marbre pour une statue monumentale dont personne ne veut parce qu'il a une forme impossible à travailler. D'abord, il ne tient pas debout. Mais il relève le défi. Et il va utiliser les défauts de ce bloc de marbre pour donner cette espèce de position extraordinairement majestueuse du David qui a séduit absolument tout le monde, puisque c'est David avant la bataille, à la fois serein, mais en même temps avec un côté un peu d'une certaine faiblesse, qui regarde comme ça sur le côté, et dont on sait qu'il est... Enfin, les Florentins ont vu comme toute la noblesse et le majestueux de Florence. Ensuite, autre défi, par exemple, enfin, c'est des exemples parmi d'autres, on peut en prendre des dizaines comme ça. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, il travaille seul, qu'il n'a pas d'assistant, il peut engager parfois des gens quand il a de l'argent pour l'aider à des choses beaucoup plus matérielles comme construire des échafaudages, des choses comme ça, mais sinon, il travaille seul. Et par exemple, le chantier qui est son œuvre la plus célèbre, qui est ce fameux plafond de la chapelle Sixtine, on lui confie en pensant qu'il ne va pas réussir.
Ses deux ennemis, Raphaël, le peintre, et Bramante, l'architecte, intriguent auprès du pape, Jules II, pour se débarrasser de lui. Parce qu'ils sont jaloux de Michel-Ange. Et ils sont jaloux du pouvoir que Michel-Ange commence à avoir auprès du pape. Et donc ils se disent, ah, cette chapelle Sixtine, c'est impossible. On est dans le noir, on n'y voit rien. C'est très grand, très haut. Michel-Ange n'est pas peintre. Il ignore la technique de la fresque. C'est sûr qu'il va se discréditer à jamais aux yeux du pape et que dans 6 mois, il renonce. Michel-Ange accepte. Michel-Ange se met au travail et effectivement, il ignore à tel point la technique de la fresque qu'au bout de 5 mois, il est obligé de tout recommencer parce que ça tombe. Il ne se décourage pas, il reprend tout à zéro, il enlève ce qu'il avait déjà fait, il recommence et 3 ans et quelques plus tard, le chantier est fini, et c'est une merveille, et là, il devient intouchable, le plus grand artiste de Rome et d'Italie. Mais il le fait parce qu'il a justement une puissance, d'abord une puissance physique incroyable. Il travaille jour et nuit complètement voûté, à la fin il ne peut plus marcher droit pendant 6 mois, complètement cassé en deux par la position qu'il a pour peindre au plafond. Donc il a vraiment quelque chose comme ça de très puissant, hein. Il dort très peu, il ne mange pas, ou très peu, il ne boit pas, juste de l'eau. Il a une idée de ce qu'est une hygiène de vie, un peu comme un très grand sportif. Et ça, c'est absolument fascinant quand on lit sur le personnage, qu'on lit ses lettres, de l'entendre écrire, enfin de l'entendre écrire, c'est marrant ça, de le lire plutôt quand il écrit à ses frères, bon voilà, je suis malade, blessé, j'ai pas d'argent, je suis dans une pauvre chambre à Bologne, mais je continue à travailler tous les jours d'arrache-pied et j'espère bien que bientôt tout ça va rapporter quelque chose. Michel-Ange a l'obsession de la réussite. Donc si on combine ces choses, d'abord une immense force physique, un très grand génie artistique qui est dû à son travail, parce qu'il travaille tout le temps, il dessine, il n'arrête pas de dessiner, et une ambition hors du commun. Et en plus, la chance que physiquement, voilà, il réussit à vivre très âgé, et bien on obtient un être absolument excellent, destin exceptionnel. Et en plus, il tombe au bon moment. C'est un peu ce qu'on dit comme des Beatles, par exemple, qui n'auraient pas été... ils sont arrivés au bon moment. La Michel-Ange, c'est ça. Il arrive à un moment où l'art est prêt à accepter non seulement la transformation formelle qu'il suppose, mais aussi la transformation sociale et financière que ça a comporté. Michel-Ange devient vraiment un génie considéré comme tel, le premier grand artiste qu'on paye énormément, qui a du pouvoir, ça il a déjà 40 ans, ou 50 ans, et qui va vraiment transformer le monde de l'art de son époque. Pourquoi ? Puisque justement, on est à la fin de la Renaissance, les transformations les plus importantes en matière d'architecture, de peinture sont déjà là. Raphaël a bouleversé l'idée de lumière dans la peinture, Brunelleschi a complètement modifié l'idée d'espace, tout ça est fait. Et Michel-Ange en profite et emmène toute l'histoire de l'art vers la grande révolution du baroque et ainsi de suite.